Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Dakar Souleymane Jules Diop, analyste en stratégie internationale et chercheur en terrorisme djihadiste, spécialiste de la région du Sahel et ancien ministre et ambassadeur du Sénégal. Avec lui, en sa qualité d'observateur averti des questions sécuritaires et de défense en Afrique, notamment au Sahel, nous allons analyser les causes profondes, endogènes et exogènes de la prolifération du terrorisme djihadiste au Sahel, notamment le Mali et l'Afrique de l'Ouest, et ses liens avec l'instabilité politique et institutionnelle, l'économie informelle dans son financement et sur les moyens d'y mettre un terme. Monsieur Souleymane Jules Diop, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, merci de m'inviter. C'est un honneur. Tout l'honneur est pour nous ainsi que pour nos auditeurs. Alors, monsieur Souleymane Jules Diop, les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger témoignent de décennies d'échecs au niveau national, régional et continental, c'est le moins que l'on puisse dire, à lutter contre les causes de la criminalité transnationale et de l'extrémisme. En tout cas, c'est ce que disent beaucoup d'experts. Alors, le retrait de la communauté, le retrait de ces pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour créer leur propre alliance des États du Sahel, l'AES avait pour première préoccupation d'asseoir justement le contrôle sur leur territoire. L'Union africaine est particulièrement bien placée, selon beaucoup d'observateurs, pour mettre en place une réponse coordonnée. Cependant, ces efforts sont entravés par sa réticence à agir lorsque les États violent les normes de gouvernance, ainsi que par un retard de plus de 10 ans dans le déploiement des forces antiterroristes au Sahel. Donc, c'est un peu ça le constat. Alors, ma question, comment peut-on expliquer la dégradation sécuritaire au Sahel ces dernières années, la prolifération d'organisations terroristes et criminelles et leur lien avec le développement de l'économie informelle, notamment autour des exploitations minières, et puis la dernière chose, après la Libye, la Syrie et l'Irak, l'Ukraine pourrait-elle devenir une autre source d'armes illégales au Sahel? Votre question est très intéressante. Mhm. Il y a une dimension historique plus profonde euh, qui vient du fait que quasiment depuis le début des années 70 et la plupart des États africains sous la conduite de politiques libérales, ont été amenés à se désengager des secteurs qui étaient jusqu'ici des secteurs régaliens, du fait d'une politique libérale accélérée par le thatcherisme et le reaganisme, du fait de moins d'États, mieux d'États, on disait, ce qu'ils ont appelé sous le vocable de New Public Management. Mhm. Et de ce fait, les États africains ont moins investi pour leur sécurité, pour leur santé, pour leur éducation. Après, maintenant, l'intervention qui a été une erreur fatale, contre laquelle, je dois dire d'ailleurs, le président Poutine avait prévenu les Occidentaux. L'intervention en Libye, ça a été le cas des Touaregs au Mali, ça a été le cas des minorités au Tchad, Mhm. ça a été le cas des minorités au Soudan. Dans certains cas, des solutions ont été trouvées, comme au Soudan. Il y a eu quand même une partition du Soudan, alors que dans le cas malien, il y a eu un refus total. Ce n'est pas seulement en Afrique. En Europe centrale, c'était Absolument. pareil. Oui, oui, oui. La Yougoslavie a été le premier terrain de De djihadisme, l'expérimentation, de l'expérimentation du djihadisme militant Absolument. avant même l'Afrique. Oui. Ça a produit la balkanisation, la division de ces pays, et même quelque part, ils ont forcé des proto-États comme le Kosovo, qui servaient des intérêts militaires derrière. Mhm. Ce qui s'est passé au Mali, c'est tragique. C'est que les gens ne se rendent pas compte que le Mali, le Burkina et le Niger mis ensemble sont plus grands que toute l'Union européenne. C'est des espaces
vastes, étendues, dans lesquelles il est difficile, il était difficile d'assurer une sécurité, une éducation, un enseignement. Évidemment, le Sahel étant une zone de fracture ethnique, raciale, entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire, ces fractures identitaires ont été nourries par la poudrière qu'a constituée la Libye, et tout cela a été évidemment le lit d'un djihadisme profond qui n'a pas touché que le Mali, mais qui s'est aussi étendu au Niger, au Burkina Faso, mais aussi, n'oubliez pas, au Nigeria, Ouais, où ouais, il y ouais. a des zones de fracture non plus raciales, mais surtout religieuses entre le nord musulman, Peul, Ouais. Haoussa, Yoruba et un sud chrétien, Mhm, globalement Ibo, mhm. avec un sécessionnisme que la France avait alimenté dans les années 60 pour s'emparer du pétrole du delta du Niger. Il se trouve que le sud chrétien est pétrolier, riche, et le nord musulman est pauvre. Mais ça s'est aussi étendu dans les mêmes modalités quasiment au, euh, au Cameroun, Mhm. mais aussi est en train de s'étendre à partir de l'Afrique de l'Est vers le Mozambique et d'autres régions africaines. Maintenant, vous avez parlé de l'incapacité de l'Union africaine. L'Union africaine fait avec les moyens qu'elle a. Elle a normalement une force en attente qui, elle, se déploie, ne l'oublions pas, Mhm. avec une majorité de troupes euh, éthiopiennes, était déjà présente en partie au Soudan, en partie en Érythrée, en partie en Somalie, mais ce sont des États qui font face à des obligations et parfois à des situations sécuritaires qui sont très, très, très difficiles. La Russie a connu ses difficultés du temps de la Tchétchénie, de la Mhm. guerre tchétchène. Souvent, ce sont des rébellions malheureusement alimentées et entretenues par des trafics parallèles, des trafics de drogue, des trafics de pétrole, des trafics d'or. C'est le cas au Mali. Trafic d'armes. C'est malheureusement le cas à l'est du Sénégal. Et évidemment, les routes du narcotrafic permettent d'alimenter les guerres en Afrique, mais ça date de la guerre de Sierra Leone, de la guerre du Libéria, où vous avez parlé de la CEDEAO. Je vous dirai ce que j'en pense, moi, comme pouvant être des voies de solution. Alors, la prolifération, pour justement aller d'abord pour connaître bien le problème dans sa profondeur et ses racines avant d'arriver aux solutions, la prolifération illicite des armes aussi est très grave et compromise surtout depuis la chute de Mohamed Kadhafi. Actuellement, avec le trafic d'armes qu'on connaît, qu'il y a des rapports maintenant, y compris des Nations Unies, sur le trafic d'armes venant d'Ukraine. C'est les combattants qui rentrent d'Irak et de Syrie et qui essaient de trouver d'autres terrains de redéploiement. Alors, justement, le trafic d'armes compromet justement les possibilités de dialogue et entraînant des violences intercommunautaires prolongées et des crises entre agriculteurs et éleveurs, justement, dans plusieurs régions où il y a ces lignes de fracture. Et puis, alors, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'environ 5 millions de personnes ont été déplacées et que 3 millions d'autres ont besoin d'aide humanitaire dans ces régions, toutes vulnérables au travail forcé, à l'exploitation sexuelle, à la traite des êtres humains. Et alors, moi, ma question, pouvez-vous nous en dire d'abord un peu plus, notamment pourquoi cette situation perdure-t-elle encore, malgré Écoutez, malgré les interventions militaires extérieures et l'accumulation des armes pour différentes raisons, écoute, n'est-il pas in fine justement dû aux faibles capacités des États à assurer le développement, l'éducation et la sécurité? j'ai parlé de fonctions régaliennes des États, mais regardez bien l'Europe, en Europe, le trafic qu'il y a en Europe centrale. Oui, Il a oui, oui. commencé à partir des guerres dans les Balkans. Il n'a jamais cessé, il continue encore aujourd'hui. La criminalité, la petite criminalité, la grande criminalité en Europe sont nourries par des trafics d'armes
de guerre qui datent de ces périodes-là, malgré début années 90 jusqu'à fin des années 90, malgré les moyens, tous les moyens dont disposent les Européens, je veux dire, en termes de sécurité. Je crois sur le modèle de l'Union européenne. La plupart des États africains se sont hâtés dans des modèles économiques de mouvement de population, de libération des frontières, qui permettent à n'importe quelle personne de quitter un pays, d'aller vers un autre sans être contrôlée, parce que les barrières douanières ont été abolies sur le modèle européen. Les trafics de population existent toujours et c'est souvent des secteurs difficiles à contrôler. La plupart de nos frontières n'existent que de façon virtuelle, il faut le dire. Les États, en général, n'ont pas les moyens d'assurer la sécurité le long de frontières qui sont immenses. Je vous donne un exemple. La frontière entre l'Algérie et le Mali est une frontière de 1200 kilomètres. Absolument. L'armée malienne ne dépasse pas 15 000 hommes. 15 000 hommes. Donc, impossible de la contrôler, c'est impossible. Impossible. La moyenne de la superficie du Mali, du Niger et du Tchad, c'est 1 200 000 kilomètres carrés. Donc, il est très difficile de faire face. S'ajoute à cela, évidemment, des fractures laissées par la colonisation. Le problème Touareg, il date de l'époque coloniale. La France n'a pas voulu céder la partie nord du Mali parce qu'elle était riche en pétrole. Au début des années 50, on savait déjà qu'il y avait énormément de gaz naturel et de pétrole au sud de l'Algérie, à la frontière avec le Mali. La France a tout fait pour que cette partie, cette région, devienne un État autonome, indépendant. Ça fait partie des problèmes qui nous ont été laissés et qui demeurent aujourd'hui. Alors, l'État unitaire n'a pas été une bonne réponse. L'État unitaire voulu par les premiers responsables de ces pays n'a pas été une bonne réponse. Le fédéralisme, on n'en a pas voulu. Je vais vous dire qu'au Nigeria, il n'a pas marché. Et tous ces problèmes-là se sont greffés. Mais quand vous lisez les archives, les problèmes de trafic frontalier, même à l'époque coloniale, la France coloniale toute puissante ne pouvait rien faire contre cela. Il y a toujours eu des mouvements criminels de populations qui partaient ou de ce qu'on appelle aujourd'hui la Mauritanie ou du Niger pour aller piller des populations vers le Mali, vers Gao, vers Tombouctou. Et ces mouvements-là, qui sont des continuités ethniques dans des zones de séparation territoriale, cette contradiction, on n'a jamais pu la relever. Mais la France, vous l'avez vu, avec les forces Barkhane et autres, n'a rien pu faire. Absolument. Et malheureusement, il faut le dire, puisque c'est des zones de richesse, il y a toujours des puissances ou économiques ou militaires ou même étatiques qui viennent alimenter les rébellions dans l'espoir qu'il y ait des sécessions, des divisions pour venir après exploiter les richesses derrière. La Chine et l'Inde et même les Émirats arabes unis sont présents sur toute la bande pour exploiter l'or au Mali, au Tchad, le pétrole, au Soudan, le pétrole. Les Émirats arabes unis sont aujourd'hui un des joueurs dans la sous-région qui viennent parce que l'exploitation de l'or les intéresse. Et ils ont les moyens de financer des guerres et c'est ce qu'ils sont en train de faire au Soudan et c'est aussi en réalité ce qu'ils sont en train de faire au Mali. Et donc, il faut voir le problème dans sa dimension locale, mais aussi dans sa dimension internationale. Absolument. Évidemment, les Européens ont été incapables, ils ont été chassés. Je parle ici de la MINUSMA, essentiellement composée de pays occidentaux. Et quand ils sont partis, les tentatives avec la Russie n'ont pas été aussi prometteuses non plus.
Pourquoi? Parce que la Russie est aussi préoccupée par des enjeux régionaux dans la zone européenne. Et de toutes les façons, le soutien, il peut être technique, mais même militairement, en termes d'hommes, en termes de moyens, en termes de logistique, aujourd'hui, malheureusement, et avec un jeu, il faut le dire, de l'Algérie qui est dans une dynamique de rivalité avec le Maroc. Et aujourd'hui, ces enjeux de rivalité entre le Maroc et l'Algérie viennent impacter les problèmes au Sahel. Vous voyez? Et Mhm. donc, c'est tout ça mis ensemble qui fait qu'il sera difficile de tenir longtemps. Le Sénégal, aujourd'hui, il faut le dire, il connaît des difficultés dans sa partie est, où il y a des incursions de bandes criminelles, mais c'est toujours comme ça que les djihadistes opèrent. Ils vous affaiblissent d'abord et après, ils viennent s'implanter et s'installer. Dites-moi, donc il y a aussi le trafic de drogue que même les mouvements djihadistes contrôlent, comme AQMI, comme le GSM, Al-Qaïda. Donc, Alors, ACMI n'est plus là. Il y a deux grandes organisations qui sont héritières à la fois de Daesh et de Al-Qaïda. C'est l'État islamique au Sahel dans le Grand Sahara, EIGS, et aussi ce qu'on appelle le JNIM, qui est le groupe de soutien, GSIM, qui est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est l'organisation dominante, celle de Yad Aghali. Yad Aghali, c'était le leader de Ansar Dine. Il y a eu une fédération. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, un mouvement qui était euh, euh, d'abord algérien, parce que c'est le GSPC algérien qui est devenu ACMI dans le nord du Mali avec Doukrel qui a été tué. Et aujourd'hui, le mouvement, il est endogène. Ceux qui dirigent le mouvement essentiellement sont des Maliens. ce qui m'intéresse ici, c'est que avec le trafic de drogue et les trafics d'armes, la question, à qui profitent in fine leurs activités juteuses? Comment À tout le l'argent est monde. blanchi? Comment l'argent est N'oubliez pas, blanchi? Comment, mais il n'y a pas comment... que l'argent de la drogue, il y a aussi l'argent de la rançon des otages. Mhm. Récemment, justement, un ressortissant des Émirats arabes unis a été détenu par les rebelles et on parle d'une rançon de 50 millions de dollars qui a été payée. 50 millions de dollars. De dollars qui a été payée. Par le passé, ça servait aussi à corrompre les pouvoirs. Le Mhm. pouvoir malien de Amadou Toumani Touré a été pris la main dans le sac parce que les Français qui avaient payé une rançon de 5 millions d'euros pour un de leurs ressortissants ont vu que l'argent avait été dépensé à la Galerie Lafayette à Paris par des proches de l'ancien président de la République malienne. Donc, au fait, c'est du narcotrafic. La drogue venait d'Amérique latine. Les avions atterrissaient dans le désert malien, qui est immense, et les avions atterrissaient la nuit, et après, on les laissait passer, et les filières passaient par l'Algérie, par le Maroc, et la drogue se retrouvait en Europe pour sa consommation, à partir parfois des ports d'Anvers et d'Amsterdam. Mais ça, c'est connu. Et ça revenait pour alimenter la guerre, le djihad. Mais aujourd'hui, même à la frontière du Sénégal, il est établi par des études que leur paillage Mhm. clandestin produisait quelque chose comme 100 milliards, au moins 100 milliards de francs CFA, ce qui est à peu près 200 millions d'euros. Mais ça peut servir à déstabiliser n'importe quel pays, n'importe quel État. Et donc, cette question, elle est difficile à traiter parce que les niveaux de complicité sont énormes, immenses. Vous savez que en Amérique latine, les guerres étaient financées par la CIA à partir de l'argent de la drogue. Absolument. Voilà, Ça, 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 c'est un ça, modèle, ça, on le sait depuis très longtemps. Alors, c'est un, c'est un modèle qui peut être reproduit en Afrique de l'Ouest. bien.
Alors, Monsieur Souleymane Jules Diop, la question la plus importante, c'est quelles sont alors, à votre avis, en tant que spécialiste, quelles sont les politiques à mettre sur le plan régional et continental pour juguler ces phénomènes sociaux? Il y a Et deux, puis, il y a deux ou trois niveaux. Il y a l'action des États. mhm, Les États unitaires dans le modèle français ont failli. Nous avons l'exemple de la Russie, qui même quand la fédération a cessé à partir de 91, a bâti un modèle qui est un modèle de type fédéral avec une autonomie des États. Aujourd'hui, la Tchétchénie coopère très bien en tant qu'État avec un président dans le cadre d'une grande Russie. mhm, Il y a un modèle qui est un peu éloigné, qui est le modèle canadien, avec des provinces et un État fédéral et des provinces qui ont une grande autonomie. L'article 16 de la Constitution du Canada consacre, par exemple, le Québec comme étant une société distincte, avec un parlement, avec tout. Nous avons aussi connu l'évolution, la trajectoire de certains États d'Europe centrale après les guerres qui ont bâti des modèles assez souples, qui mhm, permettent au plan régional, sous-régional ou au plan local d'avoir des administrations décentralisées avec une certaine autonomie. Ça au niveau des États. L'État unitaire de type jacobin français, il a failli. Il ne marche pas. mhm, Il n'est pas conforme au modèle africain de société ethnique, parfois tribale, avec des modèles d'organisation traditionnels qui exigent et demandent une certaine autonomie. Ça, c'est au niveau étatique. Au niveau maintenant de l'organisation de type militaire, je crois qu'il faut que justement la CEDEAO aille vers des modèles d'état-major interarmés qui sont intégrés. Je vais citer un pays, un modèle, pour moi, dans le type article 4, article 5 de l'OTAN. Mais dans le modèle de ce que la Russie est en train de bâtir en Europe centrale, dans le modèle organisation de la coopération de Shanghai, mhm. avec justement des coopérations militaires et le système du un pour tous et tous pour un. C'est-à-dire que quand un État est agressé par des djihadistes, que les autres États, qu'il y ait des modèles d'organisation de la riposte dans le type article 4 OTAN et article 5 réaction d'un autre pays pour venir l'aider et le secourir. Tant que la CEDEAO ne va pas vers ce modèle, à mon avis, tous les autres modèles vont échouer. Il reste maintenant un troisième niveau, c'est le soutien de la communauté internationale pour qu'il y ait des communications intégratives allant vers des médiations avec un dialogue communautaire entre les communautés, entre les régions séparatistes, pour prendre en compte dans des modèles, pour prendre en compte les préoccupations de chacun. Là aussi, la réponse unilatérale militaire, on a vu qu'elle ne marche pas. Il faut qu'on dialogue, qu'on discute avec des communautés qui ont pris des armes, parfois pour de bonnes raisons, ou qui ont été sensibles au discours djihadiste, parfois pour des raisons qui leur sont propres, parce qu'on les a discriminés, parce que le développement les a oubliés, ou parce que parfois ils n'ont pas eu le choix, parce que les djihadistes sont venus s'imposer à eux, et parfois en remplaçant des proto-États qui, eux, ont failli. Toutes ces raisons-là, il faut les mettre ensemble dans les trois dimensions que je viens d'énumérer pour que des solutions soient rapidement trouvées euh, à ces problèmes de conflit, à ces conflits qui n'ont plus pour beaucoup un caractère international, mais un caractère endogène et local et régional. D'accord. On a dans le cas de l'Afrique, et c'est ça qui est aussi, c'est ça qui est assez rassurant, le lien entre aujourd'hui, je ne dis pas au début, mais les liens entre les mouvements djihadistes locaux et les filiales
les maisons mères, entre les filiales et les maisons mères, Al-Qaïda, Daesh, c'est pas forcément établi, ni en termes de commandement hiérarchique, ni en termes de financement, D'accord. premièrement. Deuxièmement, jamais les mouvements djihadistes, en tout cas dans le Sahel, n'ont été directement impliqués dans des mouvements terroristes en dehors de la région. Il n'y a jamais eu. Mhm. Il n'y a jamais eu. Maintenant, il faut aussi décourager un type de collaboration horizontale entre le Moyen-Orient, les pays d'Afrique du Nord, arabisants ou arabophones, et les mouvements djihadistes souvent menés au niveau local au Mali, au Tchad, au Nigeria, au Soudan et au Niger et évidemment au Burkina Faso. D'accord. Alors, chers auditeurs, notre entretien, malheureusement, je le dis vraiment malheureusement, arrive à sa fin. Souleymane Jules Diop, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. C'était C'est moi qui vraiment vous très, remercie. très intéressant. Merci. J'ai beaucoup appris avec vous, en toute humilité, et je ferai tout mon possible pour vous inviter souvent pour nous en parler, et parce que vous avez vraiment apporté un éclairage très, très précieux. Et Le plaisir est pour moi. j'espère que vos propos seront entendus. Et au Merci. revoir et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci.